un invité en duo ce matin, double invité, débat entre deux personnes, ce que nous avons fait déjà depuis quelque temps, depuis que les élections législatives nous invitent à se prononcer sur un certain nombre de thématiques. Alors c'est toujours la même question qu'on se pose par rapport à ce matin. François Huguenin essayait d'y répondre tout à l'heure. Comment se déterminer dimanche quand on est catho? On va essayer de poser cette question-là. On va la poser à deux personnes qui vont donc nous éclairer pendant une vingtaine de minutes. Domitille Casarotto, qui a 22 ans, en master de géopolitique sur la gestion migratoire dans les Balkans, ancienne coordinatrice de la Marche pour la vie à Lyon. Bonjour Domitille. Bonjour à tous. Vous étiez déjà venu d'ailleurs débattre sur cette antenne il y a quelques jours. Emmanuelle Huette a 28 ans, elle est chargée de mission transition écologique, diplômée de l'ESSEC en management de la transition et de la Sorbonne en relations internationales, membre de Lutte et Contemplation. Bonjour Emmanuelle Huette. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors, on va vérifier que votre micro est bien ouvert. Allez-y, dites-nous bonjour. Bonjour à toutes et tous. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de débattre. Alors, on aimerait savoir un petit peu comment, vu l'état aujourd'hui de ces élections telles que ça se présente, avec les désistements, on ne va pas forcément faire de calcul politique trop fouillé, mais plutôt se prononcer sur le fond. Comment se déterminer, pour ceux qui hésitent encore à savoir s'il faut aller même voter, comment se déterminer dimanche? Emmanuel. Alors moi je dirais que tout d'abord en tant que moi je représente mon nom propre, donc je représente pas Lutte et Contemplation dans son ensemble. Donc vous pouvez dire quand même ce que c'est un petit peu? Oui bien sûr. Lutte et Contemplation c'est un collectif de chrétiens mais un lieu d'église dans lesquels les jeunes ou les moins jeunes ont envie de vivre conjointement la prière qui insuffle l'action, notamment pour la justice sociale et écologique. Et avec cette intuition fondamentale qui est que la sauvegarde de la création est un signe des temps, c'est-à-dire une manière particulière aujourd'hui par laquelle on est invité à vivre et comprendre l'Évangile, et pour laquelle il faut à la fois une conversion individuelle, mais aussi structurelle. Et donc, peut-être que j'en viens à ce qu'il faudrait faire dimanche. Moi, je dois quand même rappeler qu'il n'y a pas de vote naturel en tant que chrétien. On n'est pas, l'Évangile, c'est pas un programme politique. Et je pense que c'est important que chacun puisse exercer son discernement pour hiérarchiser les priorités et les dangers. Donc tous les votes sont possibles? À mon sens, ça dépend en fait de comment on vit sa foi. Moi, je vais juste vous témoigner de comment je vis ma foi et qu'est-ce qu'elle me pousse à faire et à dire. Aujourd'hui, je me reconnais plus. Je suis pas une fervente défenseuse du nouveau Front populaire. En revanche, c'est le programme qui rejoint le plus la vision de la société que j'ai envie de faire advenir, c'est-à-dire une société qui est plus juste, qui se préoccupe des plus faibles, du plus petit, qui ne se base pas sur l'exclusion, la mise en concurrence des pauvres, et une société qui est aussi plus écologique, c'est-à-dire qui va faire de la transformation écologique de nos sociétés une priorité, et qui invite à une sobriété de vie. Donc moi j'ai envie de pousser là-dedans parce que je crois que le programme du nouveau Front populaire, à la fois sur son versant social et sur son versant écologique, pointe plus vers une société que j'ai envie de faire advenir, et au contraire celui du Rassemblement national qui se base plus sur une logique pour moi d'exclusion, de mise en concurrence des pauvres, et qui rejette complètement l'écologie ou les politiques publiques qui sont nécessaires pour transformer nos modes de vie, n'est pas souhaitable et ne me paraît pas être la bonne direction. Domitille Casarotto. Alors moi, je pense que tous les votes ne sont pas possibles pour un chrétien, que le vote pour le Front populaire n'est pas possible parce que c'est en inadéquation avec les valeurs de civilisation que comporte au fait de notre civilisation chrétienne. Effectivement, l'évangile n'est pas un programme politique du tout, mais on a quand même une doctrine sociale qui nous donne des points et qui nous permet de prioriser, comme vous disiez, pour savoir quels sont les axes de discernement. Effectivement, c'est pas du tout une doctrine ni un endoctrinement, donc on doit exercer notre discernement, mais on peut pas adhérer à certaines choses qui sont en fait essentielles et fondamentales en rapport avec notre foi. Et je pense que la bioéthique, la vision de la famille, de l'homme, du travail font partie de ces points-là sur lesquels la doctrine sociale a toujours insisté. Et je pense que la vision de l'homme et de la cité qui est portée par le nouveau Front populaire, qui a fait alliance avec la Macronie, donc en fait c'est un espèce d'ensemble qui veut s'allier contre le Rassemblement national. Et donc dans cette alliance, on ne peut pas adhérer à cette vision de l'homme parce qu'il ne porte pas les valeurs qu'une civilisation chrétienne peut porter. Donc je pense que c'est tomber de chemin. Par exemple, le fait de faire un symbole républicain de la constitutionnalisation de l'IVG, alors que l'Église, qui a pu parfois porter des débats internes sur certains points et qui a pu avoir des hésitations et des points qui ne sont pas vraiment déterminés et laissés au discernement, a toujours été ferme
sur l'IVG, sur toutes les questions bioéthiques. Et c'est là où moi je me place vraiment en porte-à-faux, parce que pour moi, la foi, ce n'est pas un dépôt culturel, ce n'est pas une civilisation chrétienne qu'il faudrait conserver dans un congélateur face à une autre religion, face à laquelle on se sentirait en danger. Moi, je crois profondément que la foi, c'est ce qui me pousse chaque jour, moi, à me laisser déplacer individuellement et aussi aller à la rencontre de l'autre. Et en cela, je pense que le programme du Rassemblement national qui vise à diviser la société en deux, en fait, nous pousse vers un type de société dans lequel il sera plus possible d'avoir un lien social, il sera plus possible d'avoir une cohésion, notamment face aux chocs climatiques qui arrivent, pour lesquels on a besoin absolument de pouvoir se serrer les coudes et de recréer ce lien social. Et pour moi, en divisant, ce n'est pas possible de faire advenir cette société. Et par ailleurs, sur les enjeux de bioéthique, en fait, moi, j'aimerais revenir moi, je m'appuie aussi sur la doctrine sociale de l'Église. Comme je disais, l'évangile, c'est pas un programme politique, mais c'est une boussole. Et je crois que, à la fois, la visée du bien commun pour tous, elle est essentielle. Et pour tous, sans faire de catégorisation, la dignité de la personne humaine, elle se joue tout au long de la vie, et pas uniquement à son début et à sa fin. Et aujourd'hui, je crois que le programme du Nouveau Front Populaire, en redéployant les services publics, que ce soit l'hôpital public, les services d'éducation, les services de transport, les services de retraite, l'argent qui est mis dans les EHPAD, etc., permet en fait d'avoir une dignité de vie qui est beaucoup plus grande, aussi en se préoccupant des personnes qui arrivent sur notre sol, en leur offrant peut-être un accueil beaucoup plus digne. En fait, respecte plus la dignité de l'homme qui est aujourd'hui aussi menacé par des conditions de vie. Et encore, une dernière boussole qui est pour moi liée aussi à la doctrine sociale de l'Église, c'est cette fameuse option préférentielle pour les pauvres et cette destination universelle des biens. Et ça, j'aime bien ce que dit saint Ambroise de Milan au IVe siècle. Il disait « Quand tu donnes ton avoir aux pauvres, tu ne lui donnes pas, tu ne fais que lui rendre ce qui lui appartient. » Et pour moi, ça dit qu'en fait, l'évangile, elle nous pousse à avoir une vision de la société en termes de partage des biens à la fois dans l'espace où une minorité ne peut pas se l'accaparer. Et puis, si on vit dans un endroit où les ressources ne peuvent pas subvenir à nos besoins, on a un droit à migrer. Et un partage des biens aussi dans le temps qui implique une responsabilité à préserver notre création pour les générations futures. Donc c'est en cela que moi, l'évangile, ou plutôt la doctrine sociale de l'Église et la manière dont je vis ma foi, me paraît incompatible avec ce que défend le Rassemblement national. Dominique Cazzarotto. Alors, peut-être sur la question écologique, je voudrais vous faire répondre un petit peu plus, Emmanuel, vous, sur la question IVG, quand même, et vous, Dominique, sur la question écologique. Alors, on va commencer avec vous sur... Alors effectivement, je reconnais tout à fait que le problème du Rassemblement national et de la droite en général, c'est de ne pas se saisir de cette question qui est complètement fondamentale. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur la création, je le partage complètement, on a vraiment un devoir de le préserver. Ensuite, le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit vraiment prioriser, je pense, et que ça fait pas partie des priorités dans la civilisation française aujourd'hui et dans le vote des Français. Parce que malheureusement, on peut pas déterminer son vote en fonction de tous les critères, et je pense que c'est pas celui-là qui doit nous déterminer, parce qu'en fait, avant de pouvoir protéger notre création, il faut d'abord qu'on protège notre pays, qu'on protège les hommes qui l'habitent, qu'on protège le peuple français. Et ensuite, ce peuple français pourra de lui-même protéger son pays et ensuite la planète. Mais la planète, c'est un concept un petit peu abstrait, donc il faut commencer par protéger sa terre, protéger les paysans qui y sont, et c'est petit à petit, en fait, par cercle concentrique, qu'on va protéger l'environnement. Et c'est la même chose pour moi, pour les personnes, pour la dignité humaine. Évidemment que la dignité humaine existe pour les migrants, bien sûr, c'est un concept qui est absolu pour toute personne, en début de vie, en fin de vie, au milieu de sa vie, et d'où qu'elle vienne, de quelle origine qu'elle soit. Ensuite, on n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. C'est très bête à dire, mais ça reste une évidence. Et donc, vous parlez des pauvres, mais de quels pauvres? C'est encore une fois un concept très large. Mais les classes populaires en France, les petites gens, comme on pourrait dire sans aucun mépris, ils ont choisi le Rassemblement national pour les représenter. Et en fait, ils ont besoin que leurs dirigeants les représentent eux-mêmes en tant que Français, avant de se préoccuper des gens qui arrivent sur notre sol. Et mon idée, et celle du Rassemblement national, je pense, n'est pas d'abord de les exclure, mais d'essayer de leur permettre de pouvoir vivre dignement dans leur pays et de permettre aux Français de vivre dignement dans leur pays à eux. Et rencontrer l'autre, c'est pas forcément
accueillir la misère du monde chez soi, effectivement, c'est être dans une ouverture d'esprit qui est en lien avec la foi, je suis bien d'accord. Moi-même, je suis partie en Orient, en Irak et en Syrie, donc j'ai eu l'occasion de vivre des partages très, très riches. Mais c'est pas pour autant qu'on doit tous se mêler, parce que quand on se mêle tous, on perd nos identités respectives, et ça, c'est plus une richesse, c'est une espèce de soupe insipide où en fait tout le monde perd ce qu'il est et n'a plus rien à s'apporter. Alors moi, je me place en porte-à-feu à la fois sur votre vision de la transition écologique et du problème environnemental qui est en fait un problème planétaire. Donc on ne peut pas juste dire d'abord on s'occupe de ce qui se passe chez nous et ensuite on voit ailleurs. C'est un problème qui nous concerne tous et qui impacte d'ailleurs en premier les plus pauvres. Et je crois que la France a une responsabilité historique. L'Occident est responsable de 92% des émissions historiques. Et aujourd'hui, en fait, notre incapacité à nous limiter a des impacts très concrets sur la vie de millions de personnes qui vivent dans la bande sahélienne, qui vivent dans des espaces qui deviennent invivables. Un monde à plus 4 degrés, il y a des conditions de température et d'humidité sur toute la bande équatoriale de la Terre qui rendent cette bande invivable, c'est-à-dire si on est dehors, on finit par mourir 365 jours par an. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire il n'y a pas de vie commune sans maison commune. Et c'est pour ça que moi, la hiérarchie des priorités, elle met vraiment la transition écologique en premier, parce que c'est la condition de possibilité de la vie sur Terre, finalement. Donc, la condition de possibilité de notre manière de faire société. Et par ailleurs, sur l'accueil, je crois que la France, non seulement a une responsabilité historique sur les émissions, mais aussi, elle doit prendre sa part. Et j'aime bien ce que Michel Rocard disait en 96, il disait, oui, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part. Quand on voit que, au moment de la crise syrienne, la France a accueilli seulement 4% des Syriens, alors qu'elle représente 15% de la population européenne, on peut dire qu'elle n'a pas forcément pris sa part. Quand on voit que l'immigration, en fait, a augmenté partout dans le monde, donc ce n'est pas un phénomène uniquement français, uniquement même européen, elle a augmenté de 62% entre 2000 et 2022, elle n'a augmenté que de 35% en France. Donc, ça veut dire que la France, en fait, a encore quand même de quoi accueillir plus. Je ne pense pas que le terme de « on ne peut pas » est légitime dans la mesure où on est un pays riche. Et en fait, ce que nous demande aussi la crise, ce que nous demande aussi la conversion écologique, c'est de remettre en cause notre confort de vie. Et je pense que en remettant un peu en cause notre confort de vie, on est capable de subvenir davantage aux besoins à la fois des personnes qui vivent sur notre sol et des personnes pauvres qui pourraient y arriver. Et en fait, il ne faut pas se leurrer. La crise climatique, elle va ne faire qu'accentuer les migrations. Donc, soit on décide de fermer les yeux sur le problème, de construire des murs et d'être incapable de vivre ensemble, soit on crée dès maintenant les conditions de possibilité, on se donne les moyens de vivre ensemble. Et si on le prend comme une richesse et non pas une menace, je pense que ça peut beaucoup plus nous aider à l'avenir à affronter cet enjeu qui va dans tous les cas se poser à nous. Pour moi, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de réalité. Dominique Casarotto. Aujourd'hui, pour le moment, la majorité des mouvements de masse, ce ne sont pas des mouvements climatiques, ce ne sont pas des migrations climatiques, ce sont des migrations économiques. Et effectivement, pendant la crise syrienne, on a accueilli assez peu d'immigrés, mais sauf qu'aujourd'hui, en Syrie, ils ont des problématiques pour reconstruire le pays, puisque tous les jeunes sont partis, puisque tous les notables, tous les médecins, les avocats, etc., quittent le pays. Et à raison, on comprend très bien pourquoi. Et la crise syrienne, c'est un exemple très spécifique et pas du tout représentatif, puisque effectivement, il y a une guerre civile qui dure depuis des années et qui apparaît un peu insoluble, comme beaucoup de problématiques au Moyen-Orient. Maintenant, la plupart des immigrés ne viennent pas typiquement de Syrie. Il y en a beaucoup, en tout cas en France, qui viennent de la bande sahélienne, qui viennent d'Algérie, du Maroc, etc. Et tout ça pour dire que, effectivement, on doit accueillir notre part de misère, mais en fait, on l'a déjà. Et parce qu'en France, il y a déjà des gens qui sont dans le besoin, il y a déjà des retraités qui ont du mal à terminer le mois, il y a déjà des mères qui sont seules avec 3 enfants, qui n'arrivent pas à fournir des fournitures scolaires, etc. etc. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et on les oublie trop souvent. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord prioriser le soutien qu'on porte aux populations les plus défavorisées autour de ces gens-là et de ces gens qui font partie de notre peuple. Parce que les autres, ils ont aussi un droit à rester sur leur sol, parce qu'on ne peut pas être, je pense, épanoui et heureux pleinement sans ses racines. Et ça fait aussi partie de ce que défend l'Église. Il y a un droit à pouvoir vivre dignement, sainement, dans son pays, parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est là aussi où on peut servir. Et en fait, la doctrine de l'Église dit aussi, on n'a pas atterri en France, en Afrique, aux États-Unis, par le plus grand des hasards. On est dans un endroit parce que la Providence nous y a aussi placés.
Et ça ne veut pas dire qu'on est figé dans un immobilisme et qu'on ne doit jamais bouger. C'est une généralité, mais en tout cas, on a aussi un devoir en lien avec l'endroit d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, ça définit aussi ensuite où l'on va, ce qu'on veut faire pour les gens qui sont autour de nous, par communauté. Et la doctrine de l'Église, et même Jésus lui-même, était inséré dans une communauté juive qu'il avait d'abord lui-même évangélisé, et ensuite ils sont allés évangéliser autour. C'est pas juste exclusif, c'est une façon de faire petit à petit. Et je pense que la notion même de communauté, de société, est exclusive entre guillemets, et ce qui est pas un mal, puisque quand on se définit, on est obligé de se définir en disant voilà ce qu'on est et voilà ce que sont les autres. Et c'est pas dénigrant, c'est dire moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, on n'est pas pareil et on s'enrichit. Et donc quand j'aurai 5 euros, je le donnerai d'abord à ma mère avant de le donner au type qui habite à Lille alors que je viens de Marseille. Mais par contre, quand j'aurai plus, alors là, je pourrai l'aider. Pour moi, c'est encore une fois de cette façon qu'on fonctionne. Et pour la justice climatique, effectivement, c'est un problème d'envergure plus globale, mais qui arrivera aussi dans un second temps, si on parle sur une échelle temporaire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de placer ça en priorité en oubliant tout le reste. Parce qu'il faut qu'on ait aussi une maison commune, mais il faut qu'il y ait des gens dans cette maison. Et donc, il faut qu'on arrête de parler d'avortement, d'euthanasie sans cesse, et en fait qu'on détruise l'être humain, parce que l'être humain et sa préservation, ça fait partie d'une écologie qui est intégrale. Emmanuel Huette. Je ne nie pas ça, mais je pense que pour revenir à ce que vous disiez sur les migrations, en fait, personne ne quitte sa terre par envie. Et je pense que c'est là où se joue notre désaccord, c'est que les personnes ne quittent pas parce qu'elles ont envie. En fait, elles y sont contraintes. Ou votre accord, parce que finalement, vous êtes d'accord sur ce diagnostic, fait de ne pas partir de son plein gré, si on peut dire. En fait, on ne parle pas de gaieté de cœur. Donc, de se dire les personnes migrent, elles sont déracinées, il faudrait les laisser là. Mais en fait, souvent, on part dans la bande sahélienne, aujourd'hui, au Mali. Il y a ce qu'on appelle aussi la sahélisation de cette bande, donc c'est-à-dire la désertification, qui entraîne moins de vivres concrètement, moins de terres arables pour cultiver pour les gens, qui font que les personnes ont 3 choix, soit rester et mourir, soit migrer, soit peut-être même intégrer Boko Haram. Donc en fait, il y a aussi une responsabilité là-dedans. Donc je pense que c'est se tromper que de se dire que les personnes migrent par choix. Et par ailleurs, sur les questions écologiques, je pense que il y a un impératif en fait en s'en saisir maintenant, puisqu'en fait tout ce qu'on fait maintenant a des impacts, c'est des impacts long terme. Et ce que nous disait le GIEC, ce que nous disent toutes les scientifiques du climat, c'est que aujourd'hui c'est la décennie cruciale pour amorcer toutes les transformations qui vont être d'autant plus dures, d'autant plus coûteuses qu'on met du temps et qu'on les repousse. Et donc, quand le Rassemblement national nous propose de mettre fin à mettre fin à l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, le Rassemblement national aussi s'est abstenu lors du vote de l'accord de Paris en 2016 au niveau européen. Le Rassemblement national a voté contre la loi de la protection de la nature, a voté contre le plan Éco-Phyto, a voté contre l'obligation de rénovation des passoires thermiques. En fait, le Rassemblement national a voté contre tout programme ambitieux de transformation de nos sociétés. Et en fait, on ne peut pas juste se réclamer « je défends l'écologie ». Soit dit en passant, un certain nombre de cadres, d'ailleurs, du Rassemblement national sont encore climato-sceptiques, c'est-à-dire ni l'origine humaine du réchauffement climatique, mais en plus de ça, il y a une certaine hypocrisie à dire « je défends l'écologie des plus petits », quand en réalité, on ne propose rien à part le localisme et la défense du nucléaire, sans aucune précision là-dessus. Et je pense fondamentalement qu'en fait, le Rassemblement national ne défend pas les classes populaires. Il ne fait que mettre en concurrence les pauvres. Et ça, c'est très clair dans ce qu'ils ont voté. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation sur l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le gel des loyers, contre l'ISF, contre la revalorisation des minima sociaux. Donc en fait, pour moi, le Rassemblement national se place faussement en défense des catégories populaires pour en réalité promouvoir un programme libéral classique et mettre en concurrence les pauvres. Allez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir joué le jeu de ces débats. Dominique Casarotto et Emmanuel Huette, respectivement. Donc, Dominique Casarotto, vous étiez coordinatrice de la Marche pour la vie à Lyon, 22 ans, master géopolitique. Et puis Emmanuel Huette, diplômé de l'ESSEC et membre de Lutte et Contemplation. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt.